La forêt ivoirienne est sous pression. Les conséquences de cette destruction ne sont pas qu'environnementales, elles sont aussi économiques et sociales. Aujourd'hui, la raréfaction de cette matière première menace des dizaines de milliers d'emplois dans la filière du bois. On a trop exploité le bois d'une manière anarchique. Ce n'était pas contrôlé. Et c'est maintenant qu'on s'en rend compte. Il n'y a plus de bois. Donc, raison pour laquelle on ne peut même pas avoir de matière première pour travailler. On ne peut pas avoir du bois pour travailler. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, la Côte d'Ivoire a décidé d'adhérer au processus FLECT. Son ambition ? Instaurer une meilleure gouvernance dans le domaine de la gestion de la ressource forestière. Ce processus est soutenu par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Forests are a key component of the landscape, providing a resource for biodiversity, providing sources of livelihoods, opportunities, and protecting our environment. The forests are a core fundamental component for any global actor working on livelihoods, environment, and poverty reduction. Pour préserver cette ressource forestière si fragile, la FAO et les experts préconisent la formalisation des acteurs de la filière du bois, des scieurs jusqu'aux menuisiers. À travers la formalisation, c'est une façon aussi de sécuriser la ressource en bois et de faire en sorte qu'il y ait une gestion beaucoup plus durable et harmonieuse de cette ressource-là. Mesure phare du FLECT, la formalisation est censée non seulement remédier à l'exploitation anarchique de la forêt, mais doit surtout profiter aux entrepreneurs eux-mêmes. Fer de lance de ce combat, Théophile Kweyou se bat depuis des années pour inciter les artisans à se faire reconnaître par l'État. Nous leur disons qu'un artisan qui veut aller loin, qui veut, qui veut briguer des marchés de l'État, des marchés même, comment dirais-je, un peu partout, il faut qu'il soit dans les normes, payer ses droits et taxes, ses patentes et autres. Argument de poids, une reconnaissance légale permet de briguer des marchés publics. Koné Adama a osé franchir le pas en 1993 déjà, avec succès. Pour moi, ça m'a apporté des fruits. C'est local, je l'ai acheté, je l'ai construit et j'habite là-bas. J'ai construit aussi au village et grâce à ce métier que je pratique. L'entreprise de Bamba Mangé figure au registre du commerce depuis plus de 20 ans. Connu des services de l'État et des ONG, il a pu suivre un cours en gestion d'entreprise. Ça m'a permis de me ranger ce que c'est que une activité commerciale, le bénéfice, épargner et puis prendre des prêts. À 2 mois déjà, je me suis acheté cet appareil Toshiba portatif qui m'a permis de faire mon journal de caisse. Et puis, 1 an après, je me suis acheté un véhicule de travail, une fourgonnette. Et 2 ans après, où je suis présentement, où je suis en train de faire l'interview, je suis sur mon propre terrain. Lui aussi à la tête d'une entreprise légalisée, Koulibaly Messé a pu profiter d'un stage de perfectionnement en Italie. Ça a vraiment permis d'améliorer la qualité des produits. Parce qu'ils nous ont dit comment il faut vernir, comment il faut faire la finition, comment il faut même débiter un bois pour que ça soit bénéfique. Ils nous ont tout montré. Des résultats tangibles susceptibles d'inciter les entrepreneurs à sortir leur entreprise du secteur informel. Mais tous ne le font pas, par crainte des lourdeurs administratives ou par analphabétisme. C'est très difficile qu'ils fassent la formalisation parce que c'est toute une procédure, c'est tout un calcul, c'est toute une méthode de s'organiser, de gérer et puis voilà. Bien consciente de ces difficultés, l'État ivoirien a mis en place en 2017 une procédure simplifiée permettant d'obtenir une reconnaissance légale, le statut de l'entreprenant. Avec une simple pièce d'identité
et pour un montant qui est égal à 0 francs, vous ne payez rien du tout. Vous avez accès à ce que nous appelons le registre des entrepreneurs. Ce registre a la même valeur que le registre du commerce, sauf qu'il est destiné à des acteurs pour une durée d'en moins de 5 ans et qu'il permet à ces acteurs-là de pouvoir avoir une pièce d'identité. Mais de tous les obstacles qui se dressent sur le chemin de la formalisation, le plus infranchissable reste celui de la fiscalité. Quand vous êtes dans l'informel, effectivement, vous n'êtes pas connu des fichiers de l'État, donc vous ne vous acquittez d'aucune taxe. Dès l'instant où vous passez l'étape de l'informel pour rentrer dans le secteur formel, effectivement, vous serez soumis aux taxes en vigueur. Et ce sont ces mêmes taxes qui ont rebuté les menuisiers de Yopougon. Ils se disaient pourtant prêts à franchir le pas. C'est les impôts qui posent le gros problème. Parce que, automatiquement que tu crées ton entreprise, tu n'as même pas un rond. C'est vrai, tu as créé toutes les entreprises, tu as donné le nom de ton entreprise sur papier. C'est vrai que tu existes, tu es formalisé. Mais en même temps qu'ils te demandent de payer les impôts, pourtant tu n'as rien comme marché, tu n'as rien comme travail. Pour une petite entreprise qui vient se formaliser, vous voyez un peu, on commence par payer déjà impôts sans activité. Donc voici un peu le blocage, je peux dire le blocage, puisqu'il y avait plus de nombre d'artisans qui étaient prêts à être formalisés. Autre ombre au tableau, si légaliser son entreprise permet de répondre aux appels d'offres de l'État, elle n'est pas forcément gage de succès, faute d'accès au crédit bancaire. Il faut avoir les moyens pour soumissionner, les moyens pour préfinancer le marché, parce qu'il faut préfinancer pour qu'on puisse te payer 6 mois ou 1 an après. S'il n'y a pas les moyens de préfinancement, vraiment, on ne peut pas aboutir à quelque chose de concret. Quelque peu refroidis par cette première tentative de formalisation, ces artisans continuent tout de même de plaider en faveur de la légalisation des activités. Moi, je le fais toujours parce qu'on ne sait jamais. Tu peux être là et puis un jour, quelqu'un t'appelle dans une petite entreprise, il faut venir travailler. Arrivé là-bas, on va te demander est-ce que tu as tous tes papiers de CNPS, tu as tes papiers des impôts, parce que c'est la première des choses qu'ils te demandent. Si tu n'en as pas, ils ne vont pas vouloir te donner le marché. Changer les mentalités est un travail de longue haleine. Pour convaincre les artisans de se formaliser, il ne faut pas hésiter à remettre l'ouvrage sur le métier. Ces acteurs, longtemps, ont baigné dans l'informel, longtemps ont travaillé au noir, longtemps ont travaillé à ne pas respecter le système du marché national. C'est nouveau pour eux. Il va falloir du temps qu'ils s'habituent à ce système. Mais moi, je crois qu'à travers la sensibilisation, à travers les informations données, à travers les plaidoyers qui sont faits de part et d'autre, nous allons y arriver au niveau de la formalisation. Formalization is a challenging process for small and medium enterprises in the forest sector. It can be quite costly. Sometimes the costs can really can be seen by the MSME to outweigh the benefits. So what we need is more pilots and more training that actually looks at business skills, operational skills, and positioning MSMEs in the marketplace to show how the benefits of being formal. Procédures simplifiées, impôts supportables et nouvelles campagnes de sensibilisation sont donc encore indispensables si l'on veut convaincre les artisans de légaliser leur activité. Après des séances de sensibilisation, vous avez des chefs d'entreprise, on va dire ça comme ça, qui étaient dans l'informel, qui décident tout de suite de déclarer les employés qu'ils avaient, qui décident tout de suite de passer à un autre stade. Donc, lorsque l'information passe et que, en tout cas, ces acteurs comprennent la pertinence et l'intérêt de se formaliser, ils y vont tout de suite. Mais légaliser des milliers d'artisans ne suffira pas à remédier à l'exploitation effrénée des forêts. Il faut aussi chercher les racines du mal dans le fonctionnement problématique du marché du bois ivoirien. Car en Côte d'Ivoire, le bois produit de manière durable existe bel et bien, mais les scieries de taille industrielle en accaparent presque la totalité. Destiné à 90% à l'exportation, le bois légal, transformé dans ces grandes unités, ne parvient pas à satisfaire la demande des artisans locaux. Ces derniers n'ont donc d'autre choix que de se fournir en bois issu de sciage à façon. Ça serait déjà la première réflexion, ce serait de faire en sorte de réorienter une partie de cette production-là sur le marché local pour
donner justement de la matière première de qualité aux opérateurs. Donc là, je parle des ateliers de menuisiers, des ébénistes, des charpentiers, pour qu'ils puissent, on va dire, plus facilement profiter de cette ressource-là et faire en sorte de développer leur activité en fait. Il faut que les industriels réfléchissent sérieusement à un petit quota qu'il faut donner à la consommation locale pour nos artisans. Moi, je pense que ça peut immédiatement arrêter la déforestation. Mais en réalité, les scieries industrielles vendent leur bois à l'acheteur qu'elles jugent le plus fiable. Le marché qui exprime mieux ses besoins, c'est le marché de l'international ou le marché bien structuré, le marché légalement constitué. Aujourd'hui, le marché local, est-ce que le marché local peut apporter les preuves, si vous voulez, d'une constitution légale des sociétés qui ont besoin de ce bois? Si vous n'êtes pas constitué légalement, il est clair que vous ne pouvez pas exprimer vos besoins à partir des bons de commande. Vous ne pouvez pas élaborer des documents légaux. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de dire celui avec qui on parle, qui est notre interlocuteur, est-il légalement constitué, oui ou non? Si oui, quelle est l'expression de ses besoins? Est-ce que ces besoins cadrent avec les produits que je réalise, les produits que j'exécute? S'il est identifié clairement, pourquoi pas? La solution passe non seulement par la formalisation des entreprises, mais aussi par la création d'une centrale d'achat. Cette dernière devrait permettre aux menuisiers de passer un volume de commandes susceptible d'intéresser les scieries industrielles. C'est une solution que nous soutenons, c'est une solution que le secteur privé encourage, c'est une solution que nous avons toujours, si vous voulez, promue, mais maintenant il faut que cela se réalise. Il faut que cela se réalise et je pense que c'est l'une des sources d'approvisionnement sûres pour les artisans. Industriels, artisans, agents de l'État, tous soutiennent la création d'une centrale d'achat. Le projet a déjà dépassé le stade de l'ébauche. Mais je pense qu'aussi, avec l'appui de la partie étatique et d'autres bailleurs qu'on ne pourra pas citer ici, sont dans le processus de concrétisation et de la mise en œuvre de ces centrales d'achat, qui sera un projet pilote. Et la capitalisation de l'acquis de ce projet-là, le projet peut être dupliqué à travers l'étendue du territoire. Le processus FLECT vise à améliorer la gestion de la ressource forestière. Si jusqu'ici tout n'est pas parfait, le FLECT a déjà partiellement atteint son but. On peut dire sans conteste que le processus APV FLECT a contribué, avec d'autres processus et d'autres dynamiques, à améliorer non seulement la gouvernance forestière, mais à améliorer la protection des forêts. D'ailleurs, le dernier rapport de l'initiative Cacao Forêt indique une tendance baissière de la déforestation entre 2019 et 2020. Le taux de déforestation aurait baissé de la moitié. Le FLECT nous a permis de nous mettre face à nos engagements, à nos responsabilités. Le FLECT nous a permis d'échanger sur beaucoup de sujets qui touchent à la gestion durable des forêts. Il a permis en fait à beaucoup de parties prenantes maintenant d'être conscients, d'être informés de l'importance, on le savait, mais du niveau d'importance quand même de la gestion durable de forêts et de ses avantages. Maintenant, aujourd'hui, il faut passer à la pratique. La pratique, c'est notamment l'adoption en 2019 d'un nouveau code forestier. Au nombre des innovations de ce code forestier, la question de l'observation indépendante est prise en compte. L'observation indépendante est une action des organisations de la société civile qui participent à la gestion durable des forêts. Et à l'issue de ces observations, ces organisations font des rapports à destination des administrations, des opérateurs de la filière pour améliorer les pratiques. Donc ça apporte plus de transparence dans la gestion forestière et ça permet également de corriger les différents dysfonctionnements qu'on peut constater dans notre gestion. Incontestablement, le FLECT déploie déjà ses premiers effets. Le processus est initié, mais la route reste semée d'embûches.
Car malgré toutes les campagnes d'information, les artisans, par crainte des taxes et par défiance envers la bureaucratie, renâclent à sortir du secteur informel. La pénurie de bois sur le marché local contraint toujours les menuisiers à s'approvisionner en bois issu de sciage à façon. Mais tous les acteurs se veulent optimistes, car le FLECT a engendré des dynamiques qui ne peuvent plus être arrêtées. Quand on regarde un peu le passé, on est dans le présent, on peut corriger les futurs. Nous, on croit en tant que menuisier, on croit. Mais on peut dire que ce n'est pas encore le cas, mais on croit. Moi, je reste résolument optimiste, en fait. Tant qu'il y a une compréhension commune de la problématique. Je suis très optimiste à voir le volume de bois qui est exploité chaque année. Si on fait toujours correspondre le ratio de reboisement et que les opérateurs effectivement reboisent à hauteur du volume exploité, la Côte d'Ivoire peut être reconstituée dans un délai de 20 ans et devenir un pays forestier. Il faut que celui qui coupe reboise, il faut que celui qui doit suivre, suive, et que celui qui a l'engagement de pouvoir protéger la forêt, protège la forêt. Et qu'on arrête de faire ce qu'on ne nous a pas demandé. I think in the future, with a stronger base of expectation, demand, and knowledge of how to be legal and sustainable across commodities, there is a very strong possibility, very strong chance that we will be able to halt and, with reforestation, reverse the trend.